Salut! Hey, belle journée de septembre, 19 degrés. Après une semaine de déluge, c'est excellent. J'ai passé la semaine pas mal dans le bois à travailler, puis sur le bord de la rivière. Donc, j'ai peut-être la face sale un peu, la barbe pas faite, mais bon, je vais faire ça demain. Journée de vacances le dimanche. Dans les traditions, on travaille pas. En tout cas, on travaille pas trop fort. On travaille moins. On fait de l'activité physique agréable, ludique. Genre, aller s'asseoir sur le bord de la rivière, se faire un feu, puis essayer de comprendre ce que les grenouilles veulent nous dire. Quelqu'un m'a dit, ça va mal dans la société. Il y avait une organisation qui s'appelle Power Shift. Puis qui veulent reformer le système au complet, le bypasser. Puis je trouvais ça assez utopique, sans prendre nos grosses corporations, puis vouloir que le système financier s'écrase, puis que ça soit autrement partout sur la planète. Mais j'ai réfléchi à ça depuis un mois, parce que la personne m'a demandé, ça mène à quoi les revendications que vous faites, les métis en processus de reconnaissance, puis les membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, outre le fait que vous voulez être reconnu. Vous savez que je ne pousse pas présentement, puis on ne pousse pas pour l'obtention d'un statut personnel, c'est-à-dire le statut de métis. On laisse entre les mains des autres, puis on est prêt à les aider pour que ce dossier-là se développe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la promotion, puis l'acceptation, et ainsi que le devoir de mémoire de la culture d'origine canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Quels pourraient être certains objectifs qu'on pourrait avoir? Puis fondamentalement, qu'est-ce qui m'intéresse en tant qu'individu dans cette société-là? OK, j'ai pensé à, fondamentalement, c'est les communautés. Au début, avant qu'il y ait des villes, les gens vivaient en petites communautés autour du poste de traite. Pour les Premières Nations, c'est des petits villages avec des maisons longues, puis des tipis, des cabanes en écorce. Un ensemble d'habitations qui n'étaient pas permanentes. Avec l'apparition du vin, parce que historiquement, quand tu retournes dans l'anthropologie, les cités se sont développées quand les humains ont développé l'usage puis la fabrication de l'alcool. Étrange, hein? C'est un fait. C'est parce que dans ce moment-là, les gens aimaient se regrouper autour d'un feu. Il y avait des compteurs. Il y a très longtemps, là. Il y a des milliers puis des milliers d'années, bien avant les Grecs puis les Romains. Donc, les gens avaient du plaisir à être autour d'un feu, puis à placoter, puis à faire les bouffons, à chanter, à échanger. À partir de ce moment-là, il y a des personnes qui se sont dit, regarde, tout le monde coupe son bois, ramasse son bois, tout le monde va à la chasse, tout le monde faut qu'il s'occupe de l'eau. Puis à un moment donné, tout le monde faisait un peu tout. Il y a quelqu'un qui s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait une répartition des tâches, puis ainsi, une personne qui est plus douée, par exemple dans la couture, un groupe de personnes, pourrait faire la couture pour toute la tribu, tout le petit village, toute la communauté. Une autre personne, un autre groupe de personnes pourrait s'occuper de la chasse. Un autre groupe de personnes pourrait s'occuper de la pêche. Un autre groupe de personnes pourrait s'occuper du feu. Un autre groupe de personnes pourrait s'occuper de la conservation des aliments. Un autre groupe de personnes pourrait s'occuper du bien-être, puis du confort, puis de la santé des habitants, ainsi de suite. Donc, il y a eu une répartition des tâches. Plus tard dans le projet, quand les communautés se sont développées, au-delà de 1000, 2000, 3000 personnes, il y a des personnes dans le système qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne centralisait pas davantage encore
il y aurait des gens qui seraient là pour gérer, s'assurer qu'on optimise les compétences, puis la force de main-d'œuvre. Donc, tout le monde était d'accord avec ça. C'était une assemblée vraiment démocratique. Quand on retourne en Grèce, par exemple, le début, le berceau de la démocratie, bien, comment ça fonctionnait? Le président, la personne en charge, c'était pas quelqu'un qui était élu par des gens pour les représenter. C'était pas une démocratie représentative comme de nos jours. C'était une démocratie participative où les gens se rencontraient à l'agora, ils discutaient, puis ils décidaient ce qui devait être mis en œuvre. Puis la personne qui était en charge, en haut, qui pouvait trancher dans certaines occasions, bien, cette personne-là était tirée au sort. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens qui étaient en capacité de faire ce job-là, c'était mis dans un bocal, puis il pigeait. Puis soudainement, ça pouvait être un agriculteur. Il n'avait aucune compétence en politique, mais il était jugé comme une personne fiable, une personne qui était raisonnable, puis qui était capable de gérer, par exemple, une ferme avec des employés. Cette personne-là, ben, était soudainement élue pour gérer la communauté ou la ville. Le mandat était donné pour 2-3 ans. Puis, la personne qui était là, elle avait un mandat assez clair parce que l'agora, le consensus, avait déterminé qu'on va faire cet objectif-là, celui-là, puis celui-là. Donc, la personne qui était élue pour 2-3 ans, elle devait s'occuper de ça. Pendant ce temps-là, elle ne s'occupait pas de sa ferme, mais c'est organisé pour qu'il y avait des gens qui pouvaient donner un coup de main pour la ferme, puis que son entreprise allait de l'avant. Puis souvent, il y avait de nouvelles idées. Il y avait de nouvelle énergie qui venait dans son entreprise, dans son agriculture, par exemple. Puis quand il revenait, bien, il y avait eu une amélioration des conditions. Parce que quand on est sur une ferme où c'est nous autres qui mènent de génération en génération, on développe des routines, on développe une forme de fermeture à la nouveauté. Ça a marché de même depuis tout le temps, puis ça va continuer à marcher de même. Par contre, quand tu reviens 2-3 ans après, puis que tu te rends compte que, oups, ça a changé. Au début, tu étais un petit peu, je ne sais pas trop, puis tu te rends compte que les gens qui travaillent, bien, ça va mieux, puis la production va mieux, puis que tabarouette, ça s'est amélioré, bien, c'est un plus. Donc, il y avait ça comme ajout à la personne qui était élue. Puis la personne qui était élue, quand elle avait fini son mandat, elle retournait chez eux, puis son nom, il sortait du pot. Elle n'était pas réélue. Elle n'était pas là à vie. Elle n'allait pas de l'avant avec des promesses afin de garder le pouvoir. Parce que ce pouvoir-là ne donnait rien. Tu devais travailler pour les autres. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, il n'y avait pas de professionnels de la politique. Bien entendu, il y avait des orateurs, l'équivalent des lobbyistes d'aujourd'hui, mais qui devaient convaincre l'Assemblée, l'Agora, afin que, ouais, ton idée, on la pousse, puis il y avait du monde qui était convaincant. Les orateurs étaient là pour faire avancer le débat. Puis si tu avais un projet à porter de l'avant, tu avais une idée, ben il fallait que tu convainques des gens qui avaient un grand pouvoir de conviction, puis un grand pouvoir de parole, afin d'aller pousser de l'avant ton idée. C'est comme ça que les changements se produisaient. Tout ça pour en revenir à un peu plus tard. À un moment donné, ça a été très différent. C'est que les cités, ils se sont rendus compte que ça grossissait encore plus. Puis que là, il y avait des spécialistes. Il y avait, par exemple, la mairie, les travaux publics, que chacun des services était tellement complexe que les citoyens avaient plus accès à ça. Ils avaient même plus accès à décider les choses. À partir de ce moment-là, il y a eu une séparation entre les gens du peuple. Pour qui ces gens-là de l'administration devaient travailler? Puis, il a commencé à avoir de la corruption parce que c'était pas
lobbyistes tout simplement. Il y avait des intérêts. Les gens voulaient garder le pouvoir, voulaient le développer, voulaient le transmettre, puis ils voulaient faire de l'argent sur les travaux qui se produisaient. Ils voulaient acquérir une plus-value. Ils voulaient acquérir de l'argent, puis ils voulaient se faire une position sociale. Puis ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui, où des grosses corporations, des gens comme Elon Musk, etc., sont plus puissants que les États, sont plus puissants que les administrations des pays. Donc, ce sont eux qui font infléchir la décision du politique qui devait supposément nous représenter. Donc, la job du politicien, c'est de nous convaincre, de nous forcer, de nous amener par des campagnes de communication, de la propagande, à accepter des choses qui sont contre nature, qui vont contre notre intention puis notre intuition. À force de nous le répéter dans tous les médias, on en vient qu'à penser que ouais, c'est une bonne idée puis que ça vient de nous autres quasiment, cette idée-là. Puis on embarque là-dedans, on est docile, puis les choses continuent comme ça. Donc, je comprends qu'il y a des mouvements, comme entre autres Power Shift, qui disent « Oh, ça a dégénéré, là. » Leur manière d'aller vers l'avant pour lutter contre Elon Musk puis tout ce monde-là, comme je vous l'ai dit au début, moi, ça me semble utopiste, puis même plus qu'utopiste. Utopiste, c'est un grand rêve. C'est quelque chose qui est difficilement accessible. C'est un monde idéal, mais on peut y parvenir. Mais un changement global du capitalisme, du néo-capitalisme, puis de ces pouvoirs corporatifs-là, ça me semble pas possible. En tout cas, que les efforts que je pourrais faire personnellement, puis avec la communauté, ça va pas donner grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je l'ai vu que ça se produit. En Ontario, il y a des villages sauvages. Ça s'appelle des villages sauvages, pas parce que tu vas planter ta maison quelque part où tu n'as pas le droit puis que tu dis que tu as le droit. Non. Tu demandes à la province pour implanter un village. Par exemple, dans le coin de Val-d'Or. Par exemple, en Gaspésie. Par exemple, en Estrie. Par exemple, au sud de Québec. Dans des endroits plus forestiers où il y a moins d'agriculture. À travers tout le territoire. C'est bien évident qu'on a une entente avec les Premières Nations. On ne va pas empiéter sur leur territoire. Mais on a des ententes aussi avec le gouvernement parce que eux autres, ils trouvent ça intéressant qu'il y a des villages écologiques qui se développent. Puis ces villages-là sont autonomes en énergie, éolien, des panneaux solaires, des micro-turbines dans les cours d'eau. Mais où c'est intéressant, c'est qu'on revient à l'idée du début. C'est-à-dire que, pour vous donner une analogie, OK? Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé d'être pilote d'avion. Parce que j'étais un poète. Puis, mon professeur de français m'a mis dans les mains des livres d'Antoine de Saint-Exupéry, qui était pilote d'avion, puis qui écrivait. Puis je me suis dit, je vais gagner ma vie, puis ça va me donner l'occasion de voir, d'expérimenter, de faire un métier quand même le fun. Puis ça va me donner du temps pour écrire, de l'inspiration. Donc, j'ai dit, bon, OK, je m'en vais dans les Forces armées canadiennes, puis je vais devenir pilote. Avant d'aller dans les Forces armées canadiennes, j'ai donc été piloté une couple d'heures, assis à côté du pilote, qui m'a mis les commandes dans les mains, puis décoller, atterrir, voir comment ça se passait dans les airs, là. Puis finalement, j'ai bien aimé ça. Mais où je veux en venir, quand j'ai décollé, puis j'ai été voir en Haute-Drummondville, parce que je vivais dans ce coin-là quand j'ai commencé à piloter, la première chose qui m'a vraiment sauté d'en face, c'est que en haut des quartiers résidentiels, tout le monde avait un cercle bleu sur son terrain. Il y avait des centaines, puis des centaines de piscines. Tout le monde avait sa piscine. Puis après ça, j'ai fait de l'aménagement paysager plus tard dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que tout le monde avait une tondeuse, tout le monde avait un tracteur à pelouse, tout le monde avait une souffleuse, puis tout le monde avait des gogosses, plein d'outils. Mais tout le monde multipliait
Donc, il y avait une accumulation d'infrastructures puis d'outillage. Tandis que la tondeuse, tu l'utilises une fois par semaine, bien, le restant de la semaine, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser. Ainsi de suite de l'ensemble des choses. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que les quartiers résidentiels font pas une vraie belle piscine? Intérieure, extérieure, avec des aménagements, des spas, des saunas, un ensemble de choses comme ça. Parce que quand tu calcules l'argent de chacune des piscines dans un quartier, ben tu pourrais te faire un endroit commun pas mal plus intéressant. Pour en revenir à l'idée de faire des villages, ben si on mettait en commun nos capacités, si on allait de l'avant avec des panneaux solaires, puis des éoliennes, puis des micro-turbines sur des rivières, on pourrait facilement installer des systèmes industriels qui fournissent énormément d'énergie pour notre village. Peut-être que ça prend 20 maisons, 30 maisons, 50 maisons pour avoir la capacité financière en commun de produire ça. À partir de ça, il y a une répartition des tâches à l'intérieur du village. Puis, les gens peuvent continuer à travailler. Par contre, il y a un moins grand besoin de faire rentrer du cash. Parce que soudainement, ton électricité, elle va diminuer les coûts. Les gens qui vont aller dans ces villages-là, des villages plus communautaires, des communautés en tant que telles, ben, ils vont nécessairement avoir une philosophie de la vie différente des personnes qui vivent dans des quartiers résidentiels puis qui veulent avoir la grosse maison, le gros char, puis les grosses bébelles, la grosse façade, qui veulent être dans l'image. Les gens qui vont décider d'aller dans des micro-villages, dans des villages autonomes, écologiques, durables. Ils vont forcément aller dans diminution de la consommation puis des besoins d'argent. Parce que on se rend bien compte que quand tu te mets à acheter des gogos, un char, une tondeuse, un ci, un ça, ben tu possèdes des choses. C'est pas très long que tu es possédé par ton matériel. C'est-à-dire que chacune des choses que tu as achetées va nécessiter, premièrement, que tu la payes. Deuxièmement, tu vas le mettre sur le crédit, donc tu ne fais pas que la payer, tu la surpayes. Puis troisièmement, de nos jours, les gogos sont obsolescence programmée. Tu ne peux pas te dire, je vais garder ma bébelle pendant 20 ans, je vais pouvoir la rentabiliser. Non, à un moment donné, ça va se mettre à péter. Tu as de l'entretien à faire, etc., etc., etc. Donc, c'est pas très long que tu es emprisonné dans le rythme de la consommation. Puis, la simplicité volontaire, d'être capable d'avoir un très grand confort. Puis, au lieu d'acheter des gogos, chacun de notre côté, on achète des outils A1, les meilleurs sur le marché. On achète les meilleurs vêtements pour nous autres. On produit nos vêtements, puis soudainement, on achète des choses durables, puis on développe une manière de créer les choses, puis de fabriquer les choses. On se met à développer la capacité d'acheter le minimum possible, mais de la qualité puis du durable. Des choses qu'on peut réparer, des choses qui vont se transmettre au fil des générations. Donc, dans ce village-là, qui serait une communauté en soi, ben on pourrait avoir à travers le territoire des dizaines de villages. Puis ces villages-là permettraient à des personnes qui en ont par-dessus les oreilles
de participer à un système de vol, de se faire kidnapper leur vie, puis leur argent, puis leur effort, puis leur jeunesse, puis leurs rêves. Puis que l'argent va toujours dans les mains des mêmes big shots, des mêmes corporations. Tandis que la population, en général, vit de paye en paye. La carte de crédit loadée, la marge de crédit loadée. Puis dès qu'il arrive de quoi, un accident, un incident, perdre ta job, tu risques de perdre ta maison, puis tu retournes ton char chez le concessionnaire, puis tu te fais un mauvais crédit, puis à partir du moment où tu as un mauvais crédit, ben ça va encore plus mal. Puis les gens sont prisonniers de ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui voient la vie autrement. C'est bien évident que les personnes de 50 ans et plus, qui sont... Oh, une belle guêpe, ça, on va faire sortir. Dehors, ma chérie. Envoie. Je sais que tu m'aimes, là, mais tu peux attendre dehors. C'est beau. Les gens, 50 ans et plus, ils ont leur confort, ils ont leur assurance, leur fonds de pension. Eux autres ne sont pas intéressés d'aller vers ça. Parce qu'ils disent, ben moi, à cette heure, j'ai ma piscine, mon spa, j'ai mon VR, j'ai mon ci, j'ai mon ça. Fait que j'ai pas besoin des autres. Puis ce projet-là, tant qu'à moi, c'est un projet communiste. Puis regarde, c'est un projet de peace and love. Puis non, moi, j'embarque pas là-dedans. Ben, reste dans ton VR, puis reste dans ta vie. On veut plutôt des personnes peut-être plus jeunes ou des personnes de 50 ans qui ont décidé, eux autres, que, ouais, dans ma vie, j'avais tiré le diable par la queue. Je me rends bien compte qu'il me reste peut-être 20 ans, 30 ans actifs. Puis, qu'est-ce qui se passerait si je m'investissais dans un village comme ça, où j'aurais des objectifs le fun, puis j'aurais des résultats, puis j'aurais des mandats, on pourrait avancer vers des choses qui se réalisent, puis avoir des satisfactions profondes. Puis de laisser aux suivants, aux enfants, aux autres membres de la communauté, une plus-value. Puis qu'au fil des générations, ben les villages comme ça deviennent de plus en plus forts, de plus en plus indépendants, de plus en plus solides, puis que ça donne le goût à d'autres personnes de fonder d'autres villages. Puis avec le temps, on pourrait habiter de nouveau le territoire. Puis on pourrait aller s'installer sur des territoires de villages, dans des régions éloignées, où on pourrait collaborer avec un village existant. On pourrait avoir des ententes. Puis, pour se faire un village, même si les règlements du gouvernement ils étaient réticents à aller de l'avant, ben on se met en commun, puis on achète 500 acres de terrain, 1000 acres de terrain. Puis sur notre 1000 acres de terrain, on décide qu'on se fait un village. Donc, on a un centre commun de services vraiment intéressant. On peut avoir des sweat lodges, des saunas, des spas, piscines, gymnases. On peut avoir un endroit pour faire la lessive. On peut avoir les congélateurs de la communauté sont là. On peut concentrer un ensemble de services puis d'outils qui n'ont pas besoin d'appartenir à une personne en particulier. Ces micro-villages-là permettraient de vivre comme on l'entend selon nos valeurs. Ici, d'ascendance autochtone du Québec. Puis, il n'est pas question que ça soit, comme je le vois présentement dans plusieurs groupes, entre guillemets, de métis du Québec, où tu as des chefs, puis qu'eux autres, ils sont en haut de la pyramide, puis que les autres sont en bas, puis qu'il y a une pseudo-démocratie. Mais ça fonctionne de même aussi chez les Premières Nations. C'est pyramidal. Il
il y a le conseil de bande, puis il y a celui qui est en haut, puis il y a ceux qui sont en bas, puis à l'extérieur de ça, il y a les membres de la communauté qui n'ont pas toujours pour leur argent. Puis c'est un jeu de pouvoir. Ça passe d'une famille à l'autre, puis il y a de la guerre, puis il y a de l'intimidation là-dedans. Donc, c'est pas intéressant, ça. Puis c'est clair que, dans ma vision des choses, il n'y a pas ça. C'est un processus de consensus. Puis les personnes qui sont intéressées à trancher dans le consensus, on va les appeler les responsables de la tranche. Bien, ces personnes-là, c'est 2 ans, 3 ans. Puis après 2-3 ans, ben, c'est quelqu'un d'autre qui tire au sort. Ça s'en va comme ça. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir une forme de dictature qui s'installe, puis que ça se transmet de famille, à l'intérieur d'une même famille, c'est eux autres qui mènent. Non. Puis les statuts du village, il faut que ça soit assez clair que c'est pas comme ça que ça se produit. Donc, il y a une collaboration, il y a un consensus, il y a un partage, il y a de l'empathie. Puis on peut retrouver les valeurs d'origine. Les valeurs d'origine, c'est-à-dire au fond de toi, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, puis même si tu tires le diable par la queue, puis tu ne peux pas penser vraiment aux autres, bien, si on te donnait les moyens de partager parce que tu aurais de l'abondance, si on te donnait les moyens d'avoir de l'empathie pour les autres, puis de ne plus être obligé simplement de penser à toi parce que on est au Vietnam, puis c'est chacun pour soi, si on te donnait la possibilité d'être communautaire vraiment, ben c'est évident que les personnes qui ont le moindrement une fidélité à eux-mêmes, puis qui sont sincères, puis qui sont pas des blablabla, ben ils diraient, ouais, moi je trouve que l'idée du village est intéressante, c'est des micro-communautés, puis on va de l'avant. On fait de l'agriculture verticale. On fait un ensemble de moyens pour se produire notre nourriture. Puis, entre autres, chacun est assez inventeur. Personnellement, j'ai produit en serre des plantes aquatiques. Puis, la serre, quand est-ce que ça coûte cher quand il fait fret? C'est pas le jour. Quand il fait soleil, tu es obligé d'évacuer à la chaleur. Mais c'est la nuit, quand il fait moins 10, moins 20. Ben, j'ai développé une manière de maximiser la serre, puis de réduire à quasiment zéro la dépense d'énergie pour la nuit. Cette serre-là, facile à réaliser, puis j'ai vu nulle part personne faire ça. Parce que les gens vont dans une direction. Puis ils s'en vont, ils suivent le modèle, ils suivent le modèle, ils suivent le modèle. Mais moi, j'ai l'avantage d'être pas seulement un producteur en serre. Je suis un poète. Moi, je suis un artiste. Je suis un penseur. Je suis un réfléchisseur. Réfléchisseur, ça veut dire aussi que je réfléchis. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professionnel, mais que je me laisse imprégner par mon environnement, puis par la technologie, puis par ce que j'entends, et je réfléchis une forme de synthèse de ce que je vois. C'est un peu comme de l'imitation améliorée de ce que je rencontre sur mon chemin. Je fais ça depuis que je suis petit cul. J'ai jamais arrêté de faire ça. Donc, pour les serres, j'ai vraiment un prototype que puis je le garde parce que je veux pas le commercialiser. Non. Je veux l'offrir dans l'idée d'une communauté. Je veux l'offrir dans l'idée que ça va servir à l'épanouissement d'une communauté. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des hyper bonnes idées, puis qu'à partir du moment où on partage nos innovations, puis nos inventions à l'intérieur de notre communauté, ben là, ça va assez vite que les choses s'améliorent, puis qu'on trouve des raccourcis ingénieux afin d'obtenir des résultats encore meilleurs pour
un ensemble de dimensions de notre existence communautaire. Donc, pour répondre à la personne qui me disait « Viens nous rejoindre dans le Power Shift », puis que je disais non, c'est trop, me semble, impossible, bien, ça m'a amené à réfléchir à développer l'idée, puis à pousser de l'avant l'idée qu'on se fait des villages d'ascendance autochtone à travers le Québec. Puis, il me semble que c'est une Christie bonne affaire. Parce que il y a du monde qui vit en ville, par exemple dans les grands centres urbains. Ils ont une ascendance autochtone eux autres, mais ils n'ont pas accès aux rivières. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le transport ou ils n'ont pas de place pour aller. Puis dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde qui aimerait ça pouvoir sortir l'été pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis venir donner un coup de main à la communauté. En contrepartie, ça leur coûte rien être là, puis ils peuvent dormir. C'est comme des maisons longues, et tout le monde peut dormir là-dedans. Puis pourvu que tu fasses 3-4 heures d'ouvrage par jour, ben tu manges, puis t'es bien, puis tu participes à des cérémonies, puis tu apprends plein de choses. Autant sur la médecine traditionnelle, autant sur les cérémonies, sur la culture, sur l'amélioration de la qualité d'être humain, la possibilité d'exister au présent avec nos propres valeurs, en dehors de la gamique, du cash, puis de la domination. Puis, je le sais très bien que dans notre monde individualiste, on nous a fait croire qu'on avait besoin de posséder toutes les choses, chacun pour soi. Puis que c'est de cette manière-là qu'on se définissait. Depuis tout à l'heure, je croise des chars. Tout le monde a des chars neufs, des beaux chars en plastique. Des beaux chars en plastique qui pètent puis qui sont pas fiables. Qui, après 10 ans, ben ça commence à pourrir, puis tu investis là-dedans 40, 50 000, 60 000, 70 000 maisons. Puis il te reste quoi à l'autre bout de ça? Fait qu'on serait même capable de créer nos propres véhicules. Des véhicules bien rudimentaires. Mais on n'a pas besoin d'être bien sophistiqué pour aller du point A au point B. Entre la calèche et les chars électroniques d'aujourd'hui, il y a quand même des endroits où on peut se situer. Puis on aurait du monde ingénieux et ingénieurs qui sont capables de nous produire des véhicules sécuritaires, assez verts quand même. Puis je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Québec solidaire disait qu'il taxerait tous les véhicules, admettons les fourgonnettes, sauf les RAV4. Parce que les RAV4, ça répond ça à leurs critères à eux, que c'est pas trop polluant. Donc si un RAV4, c'est pas trop polluant, on s'entend-tu qu'on a quand même du lousse entre le RAV4 pas trop polluant puis la calèche. Il y a des véhicules qui pourraient être faits. Il y en a des exemples qui étaient faits dans les années 50, 60. On peut simplement regarder la Mini Austin des années 60. Elle consomme moins ou proche de la petite Smart qui a été faite, admettons, 40 ans plus tard. Mais la petite Smart est tout en plastique, la Mini Austin est en acier. On pourrait faire des véhicules qui sont recyclables totalement, un plancher en acier inoxydable qui ne rouille pas, un petit muffler qui est fait, qui ne rouille pas, qu'un ensemble de patentes qui pètent puis qui rouille plus, qui pètent plus, puis un peu dans le mode du tracteur. Un tracteur de 50-60 ans, ça fonctionne encore très bien. Pourquoi que mon véhicule ne pourrait pas durer 50-60 ans? Bon, vous voyez un peu l'idée de mettre de côté l'obsolescence programmée. Puis vous dites, bon, ouais, c'est facile de parler. Non, c'est facile d'agir. Sauf qu'il faut avoir la détermination puis le goût de le faire. Donc, si toi, qui m'écoutes présentement, tu trouves que c'est n'importe quoi, ben partage donc avec du monde plus jeune que toi. Qu'eux autres, qui n'ont pas encore leur avenir assuré, puis qui sont dans des conditions précaires, puis qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de vitalité, mais ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la trail dans laquelle s'engager afin
de vivre selon leurs valeurs, leurs principes puis leurs désirs. Donc, parle-en donc à tes enfants. C'est sûr qu'on va pas faire un village demain matin puis que le monde, écrivez-moi pas pour me dire « Hey, on va faire le village quand? » En premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est se rencontrer puis développer un projet. Puis dans la communauté d'ascendance autochtone du Québec, il y a plusieurs projets. Un des projets étant les micro-villages. Un autre projet étant X. Un autre projet étant Y. Chacun des projets, c'est un mandat clair. Les gens se rencontrent, poussent ça de l'avant. Puis, on fait des discussions. Puis, il y a du monde qui ne sont pas dans le projet, mais quand ils écoutent ça, j'ai une Christie de bonne idée. Pour votre problème, là, moi, je propose ça. Les gens qui ont le projet, ils disent pas « Non, 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 tu connais pas ça. » Ils écoutent. Astifie que c'est une bonne idée, ça, mon chum. Merci. Fait que toi, tu n'es pas dans le projet, mais tu as une bonne idée. Comme présentement, il y a plein de monde qui a des bonnes idées, mais qui ne peuvent pas les mettre en chantier. Parce que le monde n'écoute pas. Puis si tu écris, admettons, à Cascade pour leur dire « J'ai un projet pour tes essuie-tout, va chier. » Puis si ton projet est bien bon, ils vont le ramasser, puis va chier encore. Fait que c'est quoi l'idée? Par contre, dans une communauté d'échange, on est capable de progresser en masse vite. Puis, les Canadiens français puis les Canadiennes françaises, d'ascendance autochtone ou non, on est reconnus pour être des artistes. Pourquoi on est des artistes? C'est parce qu'on est des créatifs. Puis, on n'a pas la possibilité de mettre en chantier nos créations, notre créativité. Mais par expérience, parce que je suis un artiste, je suis un sculpteur, je fais des projets, puis je donne à des personnes la possibilité de développer puis de mettre en chantier leur propre potentiel. Puis il y a du monde qui, en apparence, sont gênés, ils sont pas sûrs d'eux-mêmes, mais quand tu leur fais confiance puis tu leur dis « Garde, il me semble que ça, tu serais capable de le faire. » Puis les attentes, c'est ça. Es-tu capable d'atteindre ça? Donne un coup de main, coaching, puis dans 90% des fois, ça veut dire 9 personnes sur 10 à peu près, le résultat obtenu est encore mieux que les attentes. Mieux comme résultat, plus performant, reproductible, facile à transférer aux autres. Puis le moindrement qu'ils l'ont fait une fois, la deuxième fois, c'est pas pareil, c'est encore mieux. Puis la troisième fois, mieux. Puis à un moment donné, c'est excellent. C'est surprenant. On a cette capacité-là. Totalement. On n'a pas besoin des politiciens représentants, politiciens professionnels qui s'en vont en avant pour le pouvoir. Comme là, c'est la période d'élection, on les écoute parler. C'est quoi ça? So what? Les gens te posent des questions, puis toi, tu réponds par des questions ou par autre chose. Pourquoi tu ne me donnes pas l'heure juste? Parce que tu t'en fous. Puis j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui est assez récente, la dictature de la démocratie. Allez jeter un œil là-dessus. J'en parlerai pas plus pour l'instant. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est l'idée des micro-villages à travers le Québec, des micro-communautés. Puis, moi, j'y réfléchis en masse. Puis, il n'est pas dit que je ne vais pas avoir la possibilité, avec une couple de membres, de faire un projet modèle, un projet pilote, un prototype, puis de voir ce qui se produit. Au pire, ça va être un endroit pour faire les cérémonies, ça va être un endroit pour aller prendre nos vacances, ça va être un endroit qui est sain, mais je suis pas mal persuadé que s'il y a des jeunes qui viennent nous rejoindre, eux autres, ils vont faire la différence. Parce que moi, j'ai déjà été jeune, j'étais crinqué en tabarouette de moyenne. Puis si quelqu'un m'avait donné l'occasion, quand j'étais pogné à Québec, sur l'aide sociale, parce que j'étais un créatif, j'étais un marginal, puis je réussissais pas à m'en sortir. Si quelqu'un m'avait dit « Hey, mon chum, on a une place, viens-t'en là, travaille 4 heures par jour, puis t'es logé, nourri, puis tu peux lire, tu peux faire ce que tu veux », je me serais pointé là, mon chum. Puis j'aurais donné tout ce que je pouvais. Fait que c'est clair qu'il y en a des gens dans la même condition que j'étais, puis sans avoir été sur l'aide sociale, qui sont quand même écœurés de ce système-là, dégueulasse, irrespectueux de l'être humain, puis des formes de vie.
Donc, j'arrête cela pour aujourd'hui. Je suis pratiquement arrivé chez nous. Je vais pouvoir aller prendre ma douche, enfin. Puis, c'est bien beau se laver dans la rivière, mais l'eau était frette hier, il faisait 10. Puis, tu laves pas tout égal, admettons. Là. Il y a des parties que tu laves moins puis qui ont besoin d'être plus lavées, genre aujourd'hui. Fait que j'ai beaucoup aimé être dans la nature, encore une fois, pendant toute la semaine. Puis, je vais renouveler ça la semaine prochaine. Puis, d'ici à ce qu'il neige, mais peut-être à 2-3 jours du coup. Parce que c'est quand même exigeant, là, quand tu es un bonhomme, d'être aussi physique que ça pendant une semaine. Mais c'est mon entraînement, ça me garde en santé. Puis je vous souhaite de trouver l'occasion vous-même de vous dépasser physiquement dans la nature avec d'autres personnes agréables. Merci beaucoup. Réfléchissez à ça. Puis parlez-en donc plus jeunes si vous êtes trop vieux pour trouver ça intéressant. Bye.